funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Quand on fait ce genre de film et quand on a le genre de combat que mènent Fatia et Christophe, on a l'impression qu'on a affaire, qu'on devient des espèces d'agents troubles de l'État qui veulent dénoncer la police, qui sont anti-police et qui veulent déstabiliser la République. Non. Nous, on a porté plainte dans un premier temps pour avoir accès à ces images. Et c'est à partir de la visualisation de ces images qu'on a su réellement ce qui s'était passé. Donc on a été frappés par cette violence inouïe parce que nous, on fait quand même confiance à ce système. On se dit que mon père a été en présence d'agents de l'ordre et qu'il était en sécurité. Quand on fait un délit ou un crime et qu'on est policier, c'est une circonstance aggravante. Moi, je pense que ça passe, et j'en ai discuté avec un représentant syndical de la police, ça passe par le recrutement et la formation des policiers. Ce syndicaliste policier dont je tairai le nom, parce qu'effectivement, quand on a une voix dissonante dans cette administration, ça peut être compliqué, mais il me disait, moi, le problème, aujourd'hui, c'est qu'on fait rentrer, entre guillemets, n'importe qui dans la police. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais dans ces faits de violence. Les policiers et les gendarmes sont soumis à ce qu'on appelle un code de déontologie. Et c'est pour ça que quand on nous parle de bons flics, de mauvais flics, on se dit, mais en fait, ils sont tous les deux soumis au même code de déontologie. Donc, quand il y a une problématique, eux-mêmes devraient dénoncer leurs collègues par rapport à ce fameux code de déontologie et les supérieurs aussi prendre en compte ce fameux code de déontologie. Sauf qu'on se rend compte que quand il y a des bavures, ils se couvrent. Et leur hiérarchie les couvre également. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission de débat qui ose poser les questions qui dérangent, mais qui nous concernent tous. C'est un thème sensible, un thème qui divise, un thème qui touche des familles, des quartiers, mais aussi tout notre modèle de société, les violences policières. Oui, et pour en débattre, nous avons réuni des voix fortes et engagées. Avec nous, le journaliste et documentaliste Harry Roselmack. Bonjour, je suis ravi d'être de retour sur votre plateau. Ravi de vous recevoir. Alors, à ses côtés, Christophe Sinon, gendre de Claude Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Merci. Fatia Al-Kabela, fille de Claude Jean-Pierre. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci d'être venu. Claude Jean-Pierre, dont je rappelle, le décès en Guadeloupe après un contrôle de gendarmerie continue aujourd'hui d'interpeller. Oui. La première question, je la poserai d'abord à la personne des médias. Ce sujet, ce n'est pas une première fois que ça arrive, des interpellations de ce genre. Ce n'est pas une première. Est-ce que, pour vous, Harry, c'est un cas de plus dans une panoplie de personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation? C'est un cas de plus, mais c'est un cas qu'on ne peut pas banaliser, parce qu'on ne peut pas banaliser ce genre de choses. C'est toujours un drame. Là, je le vis avec une proximité un peu différente, parce que je connais bien Fatia et Christophe. Et c'est toujours un drame pour des familles, vous l'avez dit tout à l'heure, même s'il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord dans votre présentation, c'est que vous dites que ça divise. Non, ça ne divise pas. Ou alors, ça divise de façon très asymétrique, parce qu'il y a très peu de personnes, en tout cas que je connaisse dans ce pays, qui trouvent acceptables les violences policières. Même une grande partie des policiers, en leur fort intérieur, n'acceptent pas les violences policières. On fait juste face à une institution qui se protège, qui protège ce qui n'est pas, à mon sens, et à notre sens à tous, protégeable, qui n'est pas admissible, qui est que des gens qui sont censés faire régner l'ordre sèment du désordre et, par certains de leurs gestes, parfois, ce qu'on peut considérer comme de l'ordre de l'humain, parce que l'humain est imparfait, mais dans ce cadre-là particulier, lorsque des erreurs dans la façon de juger une situation, d'y faire face, d'agir et de poser des actes qui tuent des gens, c'est des choses qui ne sont pas admissibles. Et donc, je pense que ça ne divise pas en vérité. On est tous contre les violences policières. Maintenant, il faut effectivement qu'elles puissent être dénoncées, qu'elles puissent être condamnées. Et je crois que c'est le combat de Christophe et Fatia. En effet, mais surtout sur la division, c'est pas tant sur la violence policière, mais c'est parfois quand on doit qualifier lorsqu'il s'agit de violence policière ou pas. Parfois, on a des arguments que là, c'était de la légitime défense et dans d'autres cas, de la violence policière. C'est un système qui tente de se protéger et qui fait souvent preuve d'une mauvaise foi, ou en tout cas, les gens qui veulent dénoncer les violences policières ont étrangement beaucoup de mal
à faire reconnaître qu'il s'agit bien de violences policières. En effet. Fathia, vous qui vivez la chose de manière directe, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, il y a 5 ans, le 3 décembre 2020, malheureusement, j'ai perdu mon papa, Claude Jean-Pierre. Il a été extirpé de son véhicule avec une telle violence le 21 novembre 2020 qu'il en ressortira inerte, avec des vertèbres brisées, une compression de la moelle épinière. Il arrivera au CHU de Pointe-à-Pitre dans un état de tétraplégie. Donc ça, on le vit très mal dans un premier temps parce qu'on est loin. Christophe et moi, on habite ici dans l'Hexagone et la Guadeloupe est à 8000 km. Quand on a un membre de la famille qui nous appelle en nous informant qu'un membre de la famille est hospitalisé, en l'occurrence mon père, on le vit très mal parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on n'est pas sur place. Et surtout, dans un premier temps, on a une version qui est quand même assez bien transformée, on va dire, par les gendarmes qui ont opéré ce contrôle. Parce que dans un premier temps, ils transmettront l'information d'un malaise. Donc là, il y avait déjà une volonté de dissimuler la vérité. Et ça, en fait, au fur et à mesure des jours passés au chevet de mon papa, on a eu beaucoup d'interrogations. On le vit très mal parce que déjà, on est inquiet et parce qu'on a cette quête de vérité qu'on ne devrait pas avoir. Dans ce type d'accident, on devrait tout de suite savoir ce qui s'est passé. Et surtout, on a eu en fait cet handicap médical, si je peux dire, parce que le service ne pouvait pas prodiguer les meilleurs soins à mon papa dans la mesure où il n'avait pas les informations exactes de ce contrôle. Donc ça, on l'a très très mal vécu. Après 5 ans, on arrive à mettre et à poser des mots sur toutes nos interrogations et nos mots, parce que des mots, il y en a beaucoup, parce que la douleur, elle est physique, elle est émotionnelle. Et en fait, la famille, Christophe et moi, on continue à essayer d'élucider des choses, de dénoncer des choses, parce que dénoncer, c'est aussi faire un travail sur nous, sur la société et sur ce système qu'il faut démanteler. L'arrestation a été filmée, il y a eu des témoins. Tout à fait, ça c'est très important et c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer dans notre combat. Et c'est une pièce maîtresse de notre dossier aujourd'hui. Le contrôle routier a été filmé du début à la fin. Ça s'est passé dans la paisible ville de Déa en Guadeloupe, une petite ville de 4000 habitants, qui est équipée d'un système de vidéosurveillance. Nous, on a porté plainte dans un premier temps pour avoir accès à ces images. Et c'est à partir de la visualisation de ces images qu'on a su réellement ce qui s'était passé. Donc, on a été frappés par cette violence inouïe parce que nous, on fait quand même confiance à ce système. On se dit que mon père a été en présence d'agents de l'ordre et qu'il était en sécurité. Nous, on le pensait en sécurité, on se pense tous en sécurité. Quand on fait face à un contrôle, qu'on est contrôle routier ou contrôle d'identité, on a tendance à se penser en sécurité, mais plus les choses avancent et plus la société se méfie de ce type de contrôle. Et nous, après 5 ans, on s'en méfie 10 fois plus. Donc, heureusement qu'on avait les vidéos. Dans certaines autres affaires, il n'y en a pas. Et on se rend compte que même avec ces images, on a un système qui est lent, qui peine à poser une décision et à poser des mots sur ce qui s'est réellement passé ce 21 novembre. Effectivement, la vidéo, elle a été un peu sur les réseaux et elle est d'une violence inouïe. On rappelle que nos invités sont présents parce que vous avez réalisé un documentaire, L'État républicain. La question est de savoir pourquoi ce cas-là. Parce que ce cas s'est présenté à moi, parce que Fathia et Christophe sont venus me voir. Et ce qui m'a frappé, c'est que moi qui suis journaliste, je n'avais pas connaissance de cette affaire Claude Jean-Pierre. En tout cas, j'en avais une connaissance que très vague. Alors qu'encore une fois, je suis censé être au front de l'actualité et de ce qui se passe et des dysfonctionnements qui peuvent survenir. Alors que cette affaire, il faut le préciser, Claude Jean-Pierre, elle intervient à peu près 6 mois après l'affaire George Floyd. C'est-à-dire qu'on est tous encore dans le Black Lives Matter, on est tous très choqués, très peinés de ce qui se passe aux États-Unis. On est prompt à dénoncer ce système américain, cette police américaine qui fait des choses inadmissibles, qui tue des gens. Et il y a des choses qui se passent sur notre propre territoire français, en Guadeloupe, et on n'est pas au courant. Donc j'ai été vraiment frappé par ça, et je me suis dit que ça ne pouvait pas en rester là, et qu'il fallait qu'on fasse un film documentaire, qu'on aille voir, qu'on aille poser des questions pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui vous a frappé en premier? Parce que vous connaissez les cas de violence policière, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pu découvrir?
Oui, évidemment, ce qui m'a frappé, encore une fois, c'est lié à la proximité que j'ai avec Fatia et Christophe, parce qu'on a le sentiment, quand on fait ce genre de film et quand on a le genre de combat que mènent Fatia et Christophe, on a l'impression qu'on a affaire, qu'on devient des espèces d'agents troubles de l'État qui veulent dénoncer la police, qui somment anti-police et qui veulent déstabiliser la République. Non, c'est les policiers qui posent ces actes, qui font ça, qui déstabilisent la République. Parce que Fatia et Christophe, et ils l'ont dit d'ailleurs, au départ, ils sont en confiance. Quand le rapport tombe au départ, quand le rapport de l'intervention des gendarmes tombe, et que c'est écrit qu'il aurait fait un accident, qu'il aurait cogné sa tête contre le volant, ils les croient. Parce qu'on est, en tant que citoyen, notre réflexe, c'est quand même d'avoir confiance dans la police. Et donc, c'est d'autant plus grave de se rendre compte que ce système nous trahit et que quand on veut rétablir la vérité, on passe pour des fauteurs de troubles. On passe pour des gens qui voulons affaiblir la République. Mais c'est le monde à l'envers. Et donc, ça, je me rends compte vraiment parce que je suis au contact des victimes, en tout cas des proches de la victime. Merci. Christophe Sinan, 5 ans après, vidéo à l'appui, des documentaires, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai envie de dire, on avance petit à petit. Comme vous le disiez en introduction, le terme violence policière en lui-même, il est assez récent. Ça date de l'époque des Gilets jaunes. Donc, avant, même les politiques ne parlaient pas de violence policière. Donc déjà, étape par étape, on fait avancer les choses du point de vue de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certains outils qui n'existaient pas avant, les réseaux sociaux, vous venez d'en parler, les vidéos, les témoignages de personnalités, d'artistes qui prennent position. On a eu, le cas flagrant de George Floyd où on a eu quand même, un meurtre filmé en direct, où des millions de personnes ont pu, voir un crime abominable. Nous, on est en fait dans cette lignée. Ce sont des choses qui ont toujours existé. C'est pour ça qu'on parle aussi, dans le film l'État républicain, de problèmes systémiques. Nous, ce type de violence, il existe depuis des décennies. On a eu, la problématique aux États-Unis de Tulsa, on a eu, mai 67 en Guadeloupe, on a eu une histoire qui a provoqué des émeutes en Guadeloupe, l'affaire Charles-Henri Salin, où quand même, il faut préciser qu'on a quand même, un gendarme qui est reconnu coupable mais dispensé de peine. Donc, il se passe quand même des choses, qui posent des questions et effectivement, comme Harry le disait, quand on est un bon républicain, quand on veut que les choses fonctionnent avec égalité, alors à ce moment-là, quand il y a des dysfonctionnements, on se doit de les dénoncer et trouver des solutions en commun pour faire avancer, le débat dans la société. Et c'est pour ça que nous, dans notre combat, dès le début, on a voulu sensibiliser vraiment large, aussi bien les artistes que les journalistes, que la classe politique. Puisqu'on se dit que ceux qui légifèrent, c'est les parlementaires, c'est les politiques. Donc nous, on a vraiment essayé de toucher large en mettant chacun face à ses responsabilités, face à une situation que nous, Fatia, en tant que fille, et moi, en tant que beau-fils, considérons comme vraiment inacceptable et on ne peut pas admettre qu'un crime comme ça soit commis et que 5 ans plus tard, avec des éléments vidéo, avec des éléments médicaux, que 5 ans après, les gendarmes ont toujours un statut de témoin assisté. Alors, comparaison n'est jamais raison, mais on se rend compte clairement que dans le traitement de ces affaires, quand ça se déroule dans les territoires caribéens, il y a un traitement qui est complètement différent, même de la France hexagonale. Par exemple, l'affaire Michel Zecler, qu'on connaît, il y a une vidéo, il y a déjà une mise en examen qui est prononcée. Michel, il est en attente d'un procès. L'affaire Cédric Chouviat, pareil. L'affaire Olivio Gomez, pareil. L'affaire Adama Traoré, il y a des décisions qui sont prises, même si ça traîne, il y a des appels, etc. Nous, en Guadeloupe, ça fait 5 ans. On a une vidéo, on a des rapports médicaux, on n'a toujours pas de décisions qui sont prises. Et même au-delà de ça, on dénonce aussi, par exemple, le traitement d'un gendarme qui est intervenu sur ce cas et qui est promu. Donc vraiment, on marche sur la tête. Ce que vous dites, en fait, c'est que déjà, notamment actuellement en France, avant même de parler des Outre-mer, on parle des fois des procédures qui sont floutées. Et ce que vous expliquez, c'est que c'est encore pire chez vous. C'est encore pire dans le cas de votre père, finalement. Mais quelles sont pour vous, finalement, les zones d'ombre aujourd'hui dans ce dossier? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Quel est l'avis, finalement, des responsables? Puisque vous avez une vidéo, comme vous avez dit, il y a une procédure qui est en cours, j'imagine. Pourquoi les personnes sans corps ont témoin assisté? Vous-même, vous êtes dans C'est la question que tout le monde se pose, justement. Et en fait, c'est où l'incompréhension, elle est encore plus importante là-dessus.
puisque on a des éléments médicaux, comme je disais, on a des vidéos. Les vidéos, elles mentent pas. C'est pas des vidéos qui sont truquées, qui sont tronquées, comme on a pu l'entendre, mais c'est du factuel. La vidéo, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à la municipalité de Déa et un enregistrement qui dure plus d'une quarantaine de minutes. Donc, les faits, ils sont clairement établis. Et donc, forcément, quand on a ce type de situation, on ne peut que pointer du doigt le dysfonctionnement de la justice dans les territoires dits d'outre-mer. Rien de solide ne se construit sans effort. Ni le corps, ni l'esprit, ni une réussite entrepreneuriale. Le sport forge la discipline, l'entrepreneuriat, lui, forge la vision. Et les deux exigent une chose, sortir de sa zone de confort. Pendant 2 jours, nous allons vous entraîner autrement. Mental, stratégie, décision. Un bootcamp entrepreneurial pour ceux qui veulent évoluer, structurer, performer. Les efforts d'aujourd'hui créeront la réussite de demain. L'entrepreneuriat n'est pas une option, c'est une évidence. Mais pour ceux qui sont prêts. Vous avez rendez-vous avec le succès le 24 et 25 janvier lors du bootcamp. La seule question, est-ce que vous serez là ? Réserve ton appel stratégique gratuit et vois si ce bootcamp peut changer ta trajectoire. On a des institutions et on a des administrations qui sont porteuses de valeurs. On nous dit liberté, égalité, fraternité, tout ça induisant la justice. Donc, c'est cette administration qui est l'administration policière et cette institution qui est la justice, elles sont censées répondre à des situations telles que celle-là. Et on voit qu'effectivement, ça traîne ici, parce que Michel Zecler, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui va repasser d'ailleurs dans 7 à 8 là, dans les jours qui viennent, Michel Zecler, ça fait 5 ans qu'il attend. Il n'a toujours pas de réponse. Là aussi, il y a des vidéos. Il y a des vidéos, il y a des témoignages, il y a un rapport qui sanctionne les policiers. Il y a effectivement une mise en examen. Il n'y a ni sanction disciplinaire, ni date de procès. 5 ans après, parce que les 2 faits se sont passés à quelques jours d'intervalle d'ailleurs. Le même jour. Étrangement, le même jour. Le même jour. Et dans le cas de l'affaire Claude Jean-Pierre, alors là, c'est le néant. Enfin, il y a une procédure, il y a une instruction judiciaire, il n'y a pas de mise en examen, il n'y a donc évidemment pas de date de procès, il n'y a rien. Et on laisse des familles pendant 5 ans à se battre, parce que ça demande de l'énergie. Enfin, je ne veux pas parler à leur place, mais ça fait 5 ans que une grosse partie de leur vie, désormais, c'est ce combat-là. Et on n'apporte pas de réponse à ces gens-là. Ce n'est pas normal. C'est un vrai problème. Et c'était justement ma question, puisque forcément, il y a un avant et après. Aujourd'hui, quel est l'après? Comment vous vous sentez? Nos vies sont complètement différentes d'il y a 5 ans. On devient militant malgré nous, puisque on côtoie des familles de victimes. On se rend compte vraiment de la violence qui frappe ces familles, parce que bizarrement, au début du combat, j'avais en fait cette impression de survoler mon histoire, parce qu'on se dit que c'est pas réel. Ce qui nous arrive n'est pas réel. On ne peut pas être dans un monde, comme disait Harry, liberté, égalité, fraternité, et se rendre compte, être frappé par cette violence et par ce manque de justice, parce que c'est ce dont on souffre aujourd'hui. On a un système qui peine à se prononcer. On a eu depuis 2025 2 juges sur notre dossier. De prime abord, on s'est dit que c'était quelque chose qui était plutôt bien. Et au final, non, ça traîne. On nous a promis de faire la lumière sur notre affaire. Vous nous parliez tout à l'heure de zones d'ombre. Les zones d'ombre, elles ne sont plus de notre côté, mais plus ça va et plus on s'interroge sur la volonté de ce système judiciaire de faire avancer les choses. Mais nous, on a vraiment pris cette décision en 2020 de ne pas abandonner et de vraiment se battre corps et âme pour avoir et obtenir la vérité et la justice. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on se bat pour mon papa et qu'on se bat pour beaucoup d'autres familles endeuillées en Guadeloupe. Parce que des noms de victimes de violences policières, il y en a. On a eu une liste incroyable de victimes du massacre de mai 67. On a des victimes comme Didier Assor, comme Ronnie Sely. On a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont jamais obtenu justice, beaucoup de familles qui n'ont jamais obtenu justice. Et c'est aussi ça, le combat qu'on mène. On se bat vraiment pour récupérer cette justice et vraiment honorer aussi nos proches disparus. Parce que dans ce type de combat, on se rend compte que les victimes
sont malheureusement souvent diabolisés. Et je remercie Harry aujourd'hui parce que le film L'État républicain a réhumanisé mon papa. Parce qu'on se rend compte que c'était, je le savais déjà moi, parce que c'est mon papa, que c'est quelqu'un de formidable, que c'est quelqu'un de jovial, quelqu'un de travailleur. Et ça, les familles de victimes ont besoin de ça. Et ça, nous, on nous arrache nos proches. Et en plus, ils perdent en fait toute humanité. Et dans nos combats, on a besoin de revoir nos proches comme les personnes qu'elles étaient réellement. Moi, j'ai besoin de me rappeler de mon papa comme la personne qu'il était, pas comme le combat justice pour Clodo, parce que c'est pas que ça. Donc c'est important aussi. Il y a plusieurs choses qui ressortent de ces combats. On a vraiment, nous, appris à vivre avec la douleur, à vivre avec d'autres familles de victimes et à vraiment continuer à se battre. Ça, c'est les choses qu'on fait au jour le jour. Et c'est compliqué, ça peut être compliqué. Harry Ozenmak, quel regard vous portez sur la médiatisation de cette affaire? On se rappelle encore de l'histoire du jeune Théo. On se rappelle, vous avez cité tout à l'heure Michel Zecler. Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, que ce soit suffisamment médiatisé pour qu'il y ait des mouvements? Malheureusement, c'est ce dont on se rend compte, c'est que, et d'ailleurs c'est dit dans le film, l'une de vos avocates le dit dans le film, sans les images, sans la vidéo, il n'y avait pas d'affaire telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les moyens de contester le premier rapport des gendarmes et peut-être que l'affaire aurait été classée et que cette injustice aurait perduré. Donc oui, nous, en tant que médias, malheureusement, parce que ça ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, on a un rôle à jouer dans l'établissement de la justice. La justice devrait pouvoir fonctionner de façon autonome, mais en l'occurrence, comme on a un système qui s'auto-protège, parce que ce qui est paradoxal, c'est que l'enquête sur des problèmes qui sont liés à des violences policières, les enquêtes qui sont liées à des problèmes de violence de gendarmerie, sont menées à chaque fois par des entités qui sont police pour la police, gendarmerie pour la police. Moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. On a deux services de force de l'ordre dans ce pays qui sont la police et la gendarmerie. Pourquoi ce ne sont pas des policiers qui enquêtent sur les violences de gendarmerie et des gendarmes qui enquêtent sur les problèmes de violences policières? Ça réduirait beaucoup les risques de conflit d'intérêts. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont les policiers qui enquêtent sur les policiers, des gendarmes qui enquêtent sur des gendarmes. Et force est de constater que ça met du temps, que c'est lent, qu'il faut vraiment apporter des évidences incontournables pour qu'on finisse par reconnaître effectivement qu'il y a eu dysfonctionnement. Et pour moi, c'est effectivement très problématique. Et donc, si les médias ne sont pas là, c'est compliqué. Vous évoquiez tout à l'heure l'avancement, que ça avance un petit peu. Est-ce que pour vous, la perception est en train de changer? Est-ce qu'il y a vraiment du changement aujourd'hui sur les violences policières? Notamment, je parle des autorités, puisque la grande masse réagit émotionnellement. Alors, je pense qu'il y a encore du travail à faire, puisque pour toucher la masse sur ces problématiques de violence policière, c'est compliqué. C'est très compliqué, puisque bien souvent, ceux qui défendent ces causes représentent vraiment une minorité là. Et c'est une minorité qui, comme Fatia le disait, est souvent diabolisée. On voit par exemple le sort qu'a subi Assa Traoré en tant que militante quand elle a défendu son frère. Il y a eu avant les problématiques, par exemple, du LKP en Guadeloupe qui a défendu les massacres de 67 et notamment les problématiques de Vichère. Et on se rend compte que quand on dénonce, en fait, nous devenons aussi des cibles. C'est ce qu'Harry disait en début, puisque nous, à la sortie du film État républicain, on a connu aussi une vague de censure assez incompréhensible. Oui. Voilà. Donc, alors c'est-à-dire que les réseaux méta ont établi le lien comme étant un lien, comment ça s'appelle C'est-à-dire que vous passez tellement comme des séditieux quand vous faites ce genre de film, qui est pourtant l'État républicain extrêmement factuel, c'est les témoignages, les récits des gens qui étaient impliqués, que on vous empêche de communiquer sur ce film. Et nous, à l'époque, à partir du moment où on faisait une story, où on mettait un lien vers la plateforme de diffusion du film, la story était bloquée. Meta nous disait que notre contenu était indésirable, alors qu'il s'agissait juste de dire que
voilà, il y a une affaire et qu'il y a un film qui existe et qui parle de l'affaire. C'est incroyable, du coup, on peut vous trouver sur Ni quelle sur Instagram, plateforme? ni sur Facebook, on pouvait communiquer. C'est incroyable, hein. Donc Mais c'est pour ça que ça n'a pas été propagé. Aujourd'hui, on vous trouve sur quelle plateforme? ben, on nous trouve sur la plateforme L'État républicain, que nous avons monté, nous, la production, pour donner un accès à ce film à toutes les personnes qui souhaiteraient le voir. Donc, toutes les personnes qui souhaitent voir ce film, vous tapez soit Affaire Claude Jean-Pierre, soit État républicain sur votre moteur de recherche et vous tombez sur la page du film et vous pouvez donc streamer le film pour 4,99 €. Vous pouvez streamer le film et vous pouvez le regarder à 10, à 50, à 100, il n'y a aucun problème. Sauf que cette information-là, que cette plateforme existe et que le film existe, elle ne pouvait pas passer par les réseaux sociaux. Honnêtement, si on m'avait dit que c'était le cas et que je ne l'avais pas vécu, j'aurais eu un doute. J'aurais dit non, c'est pas possible. On est en France, dans une démocratie, on a le droit quand même de faire un film sur un problème de violence policière. Eh bien, on a été bloqué par Meta. Mais selon vous, quand vous dites que vous avez été bloqué par Meta, c'est-à-dire que est-ce que finalement c'est Facebook, est-ce que c'est Instagram, bon, puisque c'est la même organisation, c'est la même entreprise, qui eux finalement décident de bloquer, ou est-ce qu'ils reçoivent des Voilà. informations? Ce qu'on nous a expliqué, c'est que vraisemblablement, à travers peut-être des syndicats de police, je ne sais pas, ou de gendarmerie, il y a eu un certain nombre de... Parce que vous pouvez dénoncer un contenu, vous pouvez dénoncer un contenu qui est diffusé sur la plateforme Instagram, Oui, on fait du sur, signalement, oui. vous signalez. Exact. Et comme il y a eu beaucoup de signalements contre le film, eux, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont bloqué. Parce que quand vous signalez un film, c'est pas forcément que le contenu est réellement indésirable. C'est peut-être que le contenu vous dérange. Et comme il y a eu, semble-t-il, un certain nombre de signalements contre le film, ils ont bloqué. C'est Et incroyable. vous n'avez pas de recours. Moi, j'avais pas de recours. J'avais aucun interlocuteur. D'ailleurs, j'en ai rien pu faire. Je n'ai pas pu contacter Meta pour leur dire, mais attendez, pourquoi le film est bloqué? Regardez ce que c'est. Peut-être qu'il a été signalé parce que ça dérange des gens, mais il n'y a rien de problématique dans ce film. C'est un travail de journaliste, Oui. qui a d'ailleurs été diffusé à la télévision sur le réseau des premières. Donc, c'est incompréhensible. Et finalement, enfin, est-ce que vous arrivez quand même à publier sur d'autres pages, ou même quand vous mettez le lien, enfin à partir du moment où vous mettez le lien sur n'importe quelle page, c'est bloqué. Donc aujourd'hui, vous dites État républicain. La question que je me Essayons pose, sur votre est-ce Instagram. que dans la Allez voir. parce que la question que je me pose, est-ce que dans la description de cette vidéo, lorsqu'on va mettre État républicain, la vidéo va sauter? Ah oui. C'est un risque. Non, mais a priori, Ça a été rétabli. sur les réseaux. Alors, dernièrement, je ne sais pas si on peut désormais regarder. Ça a été rétabli, parce que je pense que depuis l'élection de Trump et les nouvelles règles Twitter, Insta, Meta, etc., je pense qu'ils ont revu certaines règles de leur contenu. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le test. Ça passait récemment, mais après, à voir si ça sera à nouveau bloqué. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'effectivement, quand on dénonce certaines choses, et en plus, il faut le préciser, puisque Harry, il a fait juste un travail d'investigation. Mystique, oui. Oui, en fait, à la base, c'est pas un film qui est militant, hein. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous dire, mon père était policier, il est à la retraite maintenant. Je n'ai rien contre la police. Mon père était policier et ça a été un policier exemplaire. Et c'est justement parce que mon père était un policier exemplaire que je trouve inadmissible que des policiers qui ne le sont pas et qui font des erreurs graves soient protégés par l'administration et quelque part par l'institution judiciaire. En tout cas, en Guadeloupe, c'est assez clair. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que souvent, nous qui dénonçons ce genre de situation, on va tout de suite nous taxer d'anti-flic, d'anti-ça, d'anti-système, de ci, de ça. En fait, non. Justement, nous, on veut faire évoluer les choses. On veut faire en sorte que des Claude Jean-Pierre, il n'y en ait plus, que des Adama Traoré, qu'il n'y en ait plus des Cédric Chouviat, il n'y en ait plus, que ça soit terminé. Parce que ça crée des traumatismes. Puisque pourquoi on se dit souvent, oui, les jeunes, ils fuient devant la police? C'est qu'il y a un traumatisme. Et ce traumatisme, on peut les guérir que de façon collective, en prenant des décisions et en faisant en sorte que justement, il y a quelque chose dont on ne parle jamais dans ces faits de violence. Les policiers et les gendarmes sont soumis à ce qu'on appelle un code de déontologie. Et c'est pour ça que quand on nous parle de bons flics, de mauvais flics, on se dit, mais en fait, ils sont tous les deux soumis au même code de déontologie. Donc, quand il y a une problématique, eux-mêmes devraient dénoncer leurs collègues par rapport à ce fameux code de déontologie et les supérieurs aussi prendre en compte ce fameux code de déontologie. Sauf qu'on se rend compte que quand il y a des bavures, ben, ils se couvrent. Et leur hiérarchie les couvre également. Et donc, s'il n'y a pas des familles, des organisations, des mouvements qui dénoncent ce genre de situation, ben en fait, ça continue. Et en fait, on met tout sous le tapis et on passe à autre chose jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine affaire, une suite. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête à un moment donné. Et pour prolonger ce que tu dis, Christophe, ce sentiment d'impunité, c'est ça qui alimente les mauvais comportements. C'est-à-dire que celui qui fait un mauvais comportement,
il se dit qu'il n'aura pas de problème. Donc, quelque part, ne pas traiter ces affaires rapidement et de façon efficace, c'est laisser la porte ouverte à ces violences policières, à ces bavures, à ces dérapages. Complètement. Et déjà, ce qui est fort dans ce que vous dites, c'est parce que les funérailles des tabous, on a participé à l'Assemblée des quartiers, des banlieues. C'est une assemblée où, justement, il y a divers témoignages. Peut-être, vous connaissez. Et ce qu'on ressent, c'est que vraiment, vous êtes broyé par un système et même par méta. Et donc, aujourd'hui, le fait que vous vous présentiez ici, ça permet d'avoir une visibilité sur votre histoire, même si, comme je vous ai dit, on a vu la vidéo de votre père. Et donc, je trouvais que c'était important de souligner ce moment-là. Parce qu'effectivement, cette injustice que vous vivez n'est pas banalisée et que vous passiez sur les funérailles des tabous, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était un tabou. Le fait que vous demandiez justice, c'est que vous ne soyez pas entendu. Donc, on voulait appuyer dessus. Et surtout, un point important, quand on observe votre cas, c'est un cas qui est grave. On ne voit jamais, je ne vois pas quasiment le sujet évoqué dans les médias. Quand on est sur un cas d'Adama Traoré, où peut-être on trouve maintenant des prétextes, ça fait tout de suite un débat politique sur les plateaux télé, parce que là, on a l'impression qu'il y a des arguments de défense, mais que dans votre cas de figure, comme il n'y a pas d'argument de défense, ces médias-là se disent « Ah non, on ne peut pas le traiter ». Est-ce que finalement, du point de vue du système, ils se disent « Le cas de Claude Jean-Pierre, il faut à tout prix l'étouffer » et que peut-être ce que vous attendez aujourd'hui n'arrivera pas, ou peut-être dans 15 ans. Il faut étouffer donc l'affaire Claude Jean-Pierre et surtout, il faut la laisser en Guadeloupe. Parce que évoquer un sujet sensible en Guadeloupe, c'est ouvrir la porte aux autres sujets. Parce que des sujets sensibles en Guadeloupe, on en a. On a le problème des hôpitaux. On a un hôpital en Guadeloupe qui a brûlé depuis des années, qui a été récemment... il y en a un deuxième qui a été récemment construit, mais on souffre de beaucoup de choses en Guadeloupe. On a le problème de l'eau, on a le problème de la violence, on a le problème du manque d'emploi pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Guadeloupe. Et ça, on ne veut pas en parler. Donc, il ne faut pas oublier que Claude Jean-Pierre, c'est un Guadeloupéen et tout ce qui se passe à 8000 km doit rester à 8000 km. C'est ce qu'on essaie de nous faire. C'est ce que je disais. En fait, les informations de la Guadeloupe, de la Martinique ne traversent pas l'Atlantique. Et ça, c'est un réel sujet. On nous parle souvent de continuité territoriale, mais seulement sous certaines conditions. Donc, Fatia le disait, on a beaucoup de problématiques en Guadeloupe et on a l'impression que ça, parler et débattre de l'affaire de Claude Jean-Pierre, on a presque l'impression que ça ouvrirait une espèce de boîte de Pandore. Alors que il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des faits qui sont établis. Il suffit juste de prendre des décisions. Il suffit que chacun prenne ses responsabilités. La Guadeloupe aujourd'hui est dite département français, qui s'est entêté comme un département français. Puisqu'en fait, ça crée le ressentiment. Ça crée le sentiment de révolte et de défiance. Par exemple, quand on avait eu les problématiques en 2021, les débats qu'il y avait sur les chaînes de télé, c'était pas pourquoi les gens se sont révoltés. C'était oui, qu'on avait des pratiques de vaudouistes, et des pratiques de doudouistes, et des pratiques magico-religieuses qui allaient à l'encontre des règles de vaccination, et que c'est... Alors que non, le gros de la problématique, c'était juste que les gens en avaient marre de payer trop cher des produits de première nécessité, de ne pas avoir l'accès aux soins, d'avoir du chlordécone dans leurs bananes. Ils en avaient marre que leurs enfants subissent une criminalité comme il n'existe aucun taux aussi élevé qu'en Guadeloupe. On a 40% des jeunes, un des taux les plus élevés en Europe au chômage en Guadeloupe. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Pourquoi ça provoque un tel ressentiment chez le Guadeloupéen qui parfois a du mal à se sentir français? Alors, Christophe, sinon, aujourd'hui, qu'attendez-vous encore de la justice? Qu'est-ce qu'on attend de la justice? C'est une bonne question. Nous la pose souvent cette question. Nous, en fait, ce qui était le plus important pour nous, c'était de vraiment rétablir la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, Fatia et moi, le combat, on l'a réussi. Tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. Maintenant, la justice, on les a mis face à leurs responsabilités. La justice, c'est un des piliers, c'est une fonction régalienne, pilier de la République. Donc, aujourd'hui, c'est à eux de démontrer que la justice n'est pas différente selon la couleur et selon la localité. Et les Guadeloupéens de l'Hexagone, vous vous sentez soutenus par eux? Parce que vous dites qu'il y a une scissure, mais il y a beaucoup de Guadeloupéens aussi.
en Hexagone? Oui, c'est-à-dire que ça ferait évoquer beaucoup de pans de l'histoire. Puisqu'on a une histoire qui est compliquée de par la colonisation, l'esclavage, le Bimidum. Il y a beaucoup d'Antillais qui ont été arrachés de leurs terres pour venir travailler, qui ont perdu contact avec leurs racines guadeloupéennes parce ils ont dû s'adapter à un nouveau mode de vie. Il y a ensuite, il y a presque plus de Guadeloupéens d'origine en Hexagone que de Guadeloupéens résidant sur le territoire Vous avez guadeloupéen. senti un soutien de ceux d'ici par Ah rapport à oui, votre affaire? nous franchement, là-dessus, il y a pas de problème parce que, on a eu de la chance de notre malheur d'avoir les vidéos, puisque ça a vraiment réveillé, la conscience publique et là-dessus, on a eu un soutien, vraiment, même au-delà des Guadeloupéens. On a eu des soutiens, en Afrique, on a eu des soutiens en Amérique latine, aux États-Unis, même en France hexagonale, on a énormément, même de partis politiques français qui nous soutiennent et là-dessus, effectivement, je pense qu'on a réussi ce travail-là de soutien. On a énormément d'artistes aussi qui se sont soulevés et notamment, Tiwoni qui a fait des chansons, des chanteurs de Gouka chez nous, la musique traditionnelle qui ont fait des chansons, pour dénoncer le traitement juridique et le traitement, qu'a subi Claude Jean-Pierre ce jour-là. Donc je pense que là-dessus, on peut pas se plaindre et nous, justement, on utilise le soutien qu'on a eu pour faire connaître la souffrance des autres qui subissent ce qu'on a subi parce que on a eu cette force de caractère, j'ai envie de dire, Fatia et moi, de ne pas se laisser faire parce qu'on a été aussi beaucoup entourés et bien entourés. Mais malheureusement, c'est pas le cas de toutes les familles. Et c'est pour ça que nous, récemment, on a organisé un hommage et on a tenu à ce que ces familles soient avec nous et puissent s'exprimer à travers notre combat, parce que pour nous, notre combat est aussi représentatif de leur combat. Donc nous, on ne fait pas de différence entre les violences. Pour nous, un crime, c'est un crime. En fait, ça soulève encore autre chose. Souvent, on est classé dans la rubrique faits divers. Si on reste sur cela, on se dit un individu qui tue un individu. Automatiquement, dans 99,9 cas des cas, il y aura un procès. Pourquoi, quand quelqu'un qui est dépositaire de l'ordre public tue un citoyen, il n'y a pas ce même système qui se met en place? Et en fait, ça soulève encore, c'est ce que je disais, la défiance. Parce que quand on a ce sentiment de 2 poids, 2 mesures, forcément, on a tendance à plus croire en certaines choses. Et quand vous le vivez de l'intérieur, c'est encore pire. Et donc nous, on essaie de faire cette communication, on essaie de faire ce travail pour dire que, on n'a pas envie que nos enfants grandissent dans ces mêmes circonstances, en disant que oui, parce que moi je suis un petit noir, j'aurais plus de chances de me faire contrôler par un gendarme ou un policier que mon ami, avec qui je suis tous les jours, qui n'a pas la même couleur de peau que nous. Et en fait, aujourd'hui, on est en 2025, c'est des tabous qui doivent sauter, tout simplement. Messieurs, dames, je me permets de vous interrompre parce qu'effectivement, nous avons besoin aujourd'hui de recevoir notre chroniqueur Dia qui va nous donner son impression de façon poétique comme il sait le faire, mais très forte concernant la violence policière. Bonjour Dia. Bonjour Alison et bonjour à ce plateau qui m'évoque déjà tout ce qu'il y a de subliminal dans un État républicain, où on a l'impression que depuis 1685, avec le Code noir, la police des Noirs, avec ce qui a permis de structurer le monde sur le plan économique tel qu'il est fait aujourd'hui, nous sommes en présence de quelque chose qui est extrêmement dangereux et c'est très subtil, surtout pour la petite enfance qui grandit dans une situation où on a l'impression qu'il y a 2 France, parce que tant qu'on quittera la Guadeloupe en disant « je vais en France » lorsqu'on va en métropole, cela laissera en fait toujours le champ pour qu'on réalise qu'il y a 2 France et quelquefois une sous-France. C'est cette souffrance qu'il est important de faire ressortir. Et l'État républicain, c'est celui précisément où on a l'impression que la paperasse a plus d'importance que la vie humaine. C'est celui précisément où on a l'impression que l'esclavage était violent seulement ailleurs, loin. Et qu'on oublie qu'en 1963, déjà, Malcolm X parlait du fait que l'image qui est donnée dans les médias des communautés noires
une image comme si en fait elles étaient violentes, agressives, une image qui date de l'époque de l'esclavage, continue encore subtilement, de manière subliminale, d'être diffusée. Et lorsque celui qui représente la police est baigné et bercé dans un environnement tel que celui-ci, quelquefois, s'il n'a pas les bases qu'il lui faut, eh bien, il en devient simplement l'instrument, le bras armé du grand capital. De manière locale, ce que ça donne, c'est un rapport qui est permanent de force de la plantation contre la grande maison. Et lorsqu'on grandit en appelant Béquet simplement le propriétaire foncier, on réalise aussi que ce que le gendarme est à l'outre-mer française, c'est ce que le policier est ici, et quelquefois ce sont les armées d'occupation que l'on a sur le continent et sur la terre-mer. L'État républicain, c'est celui-là qu'il nous est donné aujourd'hui de déconstruire. Déconstruire par la volonté ferme de permettre aux principes qui fondent cette République, des principes qui ont été portés par les Jacobins noirs, à la suite desquels Delgrès et d'autres ont décidé d'être simplement des hommes debout, vent debout, à un moment précisément où l'humanité en a tellement besoin. C'est le lieu où cette humanité, qui est façonnée dans les Lumières, a besoin plus que jamais que la conscience s'illumine et que cet état de léthargie de l'être intérieur soit transformé pour faire surgir une insurrection des consciences. C'est cette insurrection des consciences à laquelle nous appelle ce moment et ce temps, qui est un moment où nous convoquons tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont restés au sol et qui méritent aujourd'hui qu'on les élève pour que leur nom jamais ne s'éteigne. L'État républicain, devoir de mémoire, auquel je vous appelle. Merci, Dia. Merci. Ah oui. Merci, Dia. Dia a dit métropole au lieu d'hexagone, mais c'est pour que ça puisse rimer à son texte. Nous reprenons donc l'émission. Mais puisque les voies de la justice aujourd'hui ne marchent pas ou sont à l'arrêt, vous avez choisi finalement, Harry, la communication. Mais déjà, l'État républicain, pourquoi ce nom? L'État républicain, ce nom, parce que, comme le disait Christophe tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas affaire à un cas isolé, on avait affaire à quelque chose de systémique. Parce que, comme le disait Fatia tout à l'heure, on commence par traiter de façon très factuelle cette affaire Claude Jean-Pierre, mais on parle aussi d'autres familles qui ont perdu, dans des circonstances comparables, des proches. Donc on parle de l'affaire Didier Assor. Didier Assor, c'est un schizophrène en crise dont la famille, le papa qu'on a, qui est lui aussi très émouvant, il appelle la gendarmerie pour maîtriser son fils qui est en crise de schizophrénie. Les gendarmes envoient une brigade soi-disant spécialisée. Ils arrivent à 7 pour un gars qui est en crise de schizophrénie avec un couteau de cuisine dans un petit appartement qui était sur le terrain des parents. 8 balles. C'est-à-dire que pour maîtriser cette personne, et ils arrivent avec équipés comme des Robocop, ils arrivent à une brigade spécialisée. 8 balles pour maîtriser un homme d'une trentaine d'années avec un couteau de cuisine. Il y a l'affaire qui est arrivée en 2024 de Ronnie Selly, là encore, schizophrène, qui est en crise. Il part dans la pampa, il part dans les champs près de chez lui. Ses parents appellent les gendarmes vont le chercher là où il est reclus, c'est même pas qu'il menaçait les gens. Il avait fait quelques dégâts dans le quartier, mais il était parti. Ils vont l'interpeller, 7 balles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit interpeller un schizophrène en Guadeloupe, alors à chaque fois, non, je ne vais pas exagérer, mais Très souvent. Régulièrement, quand on doit interpeller un schizophrène en Guadeloupe, le type prend 7 balles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui fait une crise de schizophrénie, j'appelle personne. Il va mettre le feu, il va peut-être tuer des gens, je n'appelle personne. Puisque manifestement, les gendarmes, pour une raison que je ne veux pas chercher à analyser, c'est pas mon rôle. Peut-être qu'il faut qu'ils aillent voir des psys, ces gens-là. Mais on est disproportionné dans la réponse qu'on apporte à une situation qu'on est censé résoudre. Et avant cela, il y a l'affaire Charles-Henri Salin dont on parle aussi, qui est dans les années 80, qui est cet étudiant qui sort du cinéma dans un contexte politique très tendu et qui, lui aussi, lors d'un contrôle, se fait tuer à bout portant par un gendarme. Et dans aucun de ces cas-là, il n'y a eu de condamnation. Dans aucun. C'est quand même, ça pose la question d'un système
qui non seulement dysfonctionne dans la réponse policière ou de gendarmerie apportée à une situation de conflit, mais aussi dans la réponse de la justice apportée à ces faits qui ont abouti à la mort d'un citoyen. Et donc ce double dysfonctionnement, pour nous, on a estimé qu'il avait des relents de l'histoire et de l'histoire coloniale de la Guadeloupe. C'est pour ça qu'on a appelé le film « L'État répu de république, nial de colonial », parce qu'on a l'impression que ce n'est pas une république comme celle qu'on a en France hexagonale qui a cours sur certains sujets en Guadeloupe et aux Antilles de façon plus générale. Et pour prolonger ce que dit Harry, je prends un exemple tout simple. Le mouvement social récent le plus violent qu'on a connu en France hexagonale, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Imaginez qu'un jour, pendant une des manifestations de Gilets jaunes, il y a 80 tirs de gendarmes, 80 morts. À minima, il y aurait eu une enquête. Oui. Mai 67 en Guadeloupe, il y a au moins 80 morts, puisqu'il y a un rapport qui le mentionne. C'est le rapport de la commission Stora qui a été demandé par l'Assemblée nationale. Ce rapport dit qu'il y a au moins 80 morts sur le sol de la République. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une enquête qui a été ouverte, ni un procureur qui a été saisi. Républignal. Et comment vous faites finalement pour vous organiser, puisque si c'est si difficile, c'est-à-dire que déjà, c'est compliqué partout en France, mais ce que j'entends, c'est que ça l'est encore plus. Par exemple, en Guadeloupe, comment vous faites Ça finalement? reste la France, c'est ça. Oui, bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit partout en France, mais c'est encore plus compliqué, notamment en Guadeloupe. Comment vous faites pour vous organiser lorsque la justice, ça ne fonctionne pas, lorsque l'État républicain, on publie, en est bloqué, il nous reste quoi? Il nous reste nouer nos convictions. Et notre force de frappe, notre motivation, notre résilience. Parce qu'on a eu la chance d'être bien entouré dès le début de notre combat. On a un collectif qui s'est naturellement formé, qui est composé d'une quinzaine d'organisations politiques, culturelles, syndicales. Et dans ces organisations, on a des piliers militants de chez nous, qui nous soutiennent, qui nous conseillent, qui nous accompagnent dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos démarches. Et on a aussi nos avocats qui sont avec nous. On a un collectif de 5 avocats qui fait un travail extraordinaire parce que le fort de ce système judiciaire, c'est d'endormir les affaires aussi. En fait, souvent, le silence des victimes fait la force du système. Et nous, le fait qu'on ait décidé de ne pas se taire, c'est aussi un moteur pour nous. On continue à se battre parce que on ne veut pas se taire et qu'on ne veut pas laisser la place à la justice parce que c'est juste pas normal. On ne veut pas de Claude Jean-Pierre en 2026, 2027, 2028, etc. Donc, la justice, on ne va pas dire qu'on ne l'a pas, puisque je crois fort qu'on l'obtiendra, cette justice. Mais il faut de la pression. Il faut de la pression. La pression, en fait, toutes les étapes importantes de notre affaire ont été franchies grâce à la pression médiatique, grâce à la pression des Guadeloupéens qui nous soutiennent. C'est parce que oui, le peuple guadeloupéen est un peuple résilient, qui sait ce qu'il veut. Ça met du temps, oui, 5 ans c'est très long, mais on garde espoir d'avoir enfin cette justice et d'arracher cette justice. Et financièrement, parce que ça a un coût. Parce que comment vous faites? Parce que durant 5 ans, il n'y a même pas finalement un début de ce que vous nous dites. En fait, nous, on estime d'avoir la chance d'avoir un travail aujourd'hui et de pouvoir financer nos déplacements parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est de soutenir les familles de victimes. Donc, dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a un hommage, quelque chose, c'est important pour nous de nous rendre. Donc, on engrange des frais importants, c'est vrai, dans les frais d'avocat, les frais judiciaires. On a la chance d'avoir des avocats militants, des avocats guadeloupéens militants qui nous soutiennent et qui arrivent en fait à faire ce travail et à, comment je pourrais dire ça, qui ont cette noblesse d'esprit de réduire leur note d'honoraires. On va dire ça comme ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer parce que des notes d'honoraires d'avocats, on a des familles de victimes qui abandonnent les combats parce que justement, ils n'ont pas cette aisance financière, ils n'ont pas cette force financière. Et sincèrement, on remercie vraiment nos avocats de ça déjà. Bien sûr, bien sûr.
Il y a une chose sur laquelle, si vous le permettez, je voudrais rebondir, et c'est pour répondre à la question que vous avez posée juste avant, parce que c'est une question qui me semble essentielle. C'est-à-dire, à partir du moment où on estime que toutes les voies sont bloquées, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a 2 façons de réagir à ça. Moi, je pense que la bonne façon, et c'est la façon qu'ont choisi Fathia et Christophe, c'est de continuer à en appeler à l'esprit des lois, parce que c'est la façon la plus efficace pour ne pas être diabolisé, pour ne pas être mis dans le camp des séditieux, des révolutionnaires, et pour pas passer pour le mauvais. La meilleure façon, c'est de dire les institutions et les personnes qui ont fait ça, qui ont tué ce retraité de 67 ans, ce sont des gens qui étaient les représentants de la République, qui étaient les représentants de l'ordre fraternel, égal, et qui permet la liberté de chacun dans le respect de, justement, la liberté du voisin. Ces gens-là, ils ont eu un comportement qui est à l'inverse de ces valeurs qu'ils respectent. On a les éléments, on a les images, on a les rapports médicaux, et donc, on ne lâchera pas. La procédure, elle peut durer 15 ans, ils vont se battre pendant 15 ans. Il faut qu'au bout du compte, le système et l'administration reconnaissent que ces gens-là ont fauté et qu'ils doivent être condamnés. Parce que c'est quoi l'alternative? C'est la révolution. Si vous partez en révolution, et il y a des gens qui le font, je ne peux pas les blâmer. Moi, ce n'est pas mon choix, mais je ne peux pas les blâmer. Mais si vous partez en révolution, ça n'aboutira à rien. Vous passerez pour le méchant, ils vont mobiliser encore plus de moyens pour vous réprimer, et ils auront un argument pour le faire. Donc non, il faut garder cette voie-là, il faut aller au bout, et il faut mettre le système en face de ces incohérences, et c'est le seul moyen, me semble-t-il, de parvenir à un résultat. La révolution, finalement, c'est les gilets jaunes, c'est une révolution sous couvert de manifestations pour l'essence. Mais finalement, c'est une révolution qui a été bafouée. Je pense que, je pense qu'Harry le comprendra, l'évolution, c'est un long processus. L'évolution, aussi bien sociétale que environnementale, c'est toujours un long processus. Nous, on est issus des nègres marrons. L'esclavage a duré 400 ans. Il y a eu des processus qui ont fait que on est là aujourd'hui, on a des émissions télé, il y a des gens qui sont morts pour ça. Pareil pour les congés payés, il y a des syndicalistes qui sont morts pour ça. Donc, c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités et de ne pas faire en sorte que toutes ces personnes se soient battues pour rien. Donc, ça appelle aussi à la responsabilité de tout un chacun et à la conscientisation. Nous, on fait ce rôle pédagogique. On était peut-être, on n'a pas forcément les formations pour, mais l'expérience de 5 ans fait qu'aujourd'hui, on est capable d'argumenter sur plusieurs sujets, sur plusieurs points. On a réussi à faire des personnes s'engager à nos côtés. On a réussi à sensibiliser sur les dysfonctionnements, non seulement de la justice grâce au travail d'Harry et ses équipes, mais aussi sur les problématiques sociétales de la Guadeloupe. Fathia et moi, peut-être qu'on ne verra pas le fruit de notre travail, mais je pense que si l'évolution continue, à un moment donné, la vérité ne reste jamais cachée très longtemps, comme le disait l'ami du papa de Fathia à la fin du film, Max Belair. Max Belair, en créole, si vous voulez. Voilà. Donc, Christophe ne parle que créole dans le film. exactement. Je pense qu'on a ce devoir d'optimisme. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Non. On a des gens qui sont morts pour les libertés. On doit se continuer à se battre. Des Claude Jean-Pierre, malheureusement, on sait qu'il y en aura d'autres. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait une organisation. Parce que le problème aussi, il est organisationnel. Puisque face à nous, on a un système qui est structuré, qui est organisé. Donc, il faut savoir comment s'organiser à notre tour quand on subit ce type de choses. Parce que on doit se dire les choses, c'est toujours les mêmes qui subissent. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire unité. Il faut sensibiliser et il faut trouver des solutions pour justement que ça ne se reproduise plus. Sensibiliser, trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez dit une phrase tout à l'heure, des Claude Jean-Pierre, il y en aura d'autres. Selon vous, quelle est finalement la réforme qu'il faut pour réduire cet impact? Est-ce que c'est au niveau de la justice ou au niveau des forces de l'ordre, ou est-ce qu'on doit axer
la réforme? Je pose la question à tout le monde parce que vous avez peut-être des avis différents. Je commencerai par Harry. Pour que ça bouge réellement les choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait un ensemble de changements, et vous en avez cité quelques-uns. Moi, je pense que ça passe, et j'en ai discuté avec un représentant syndical de la police, ça passe par le recrutement et la formation des policiers. Ce syndicaliste policier dont je tairai le nom, parce qu'effectivement, quand on a une voix dissonante dans cette administration, ça peut être compliqué, mais il me disait, moi, le problème, aujourd'hui, c'est qu'on fait rentrer, entre guillemets, n'importe qui dans la police. Or, c'est pas possible de faire rentrer n'importe qui dans la police. Il faut avoir des qualités morales, il faut avoir une vision qui correspond à l'éthique de ce métier. Donc, c'est le recrutement, c'est la formation de ces policiers, et c'est effectivement, et ça me semble être la première chose à faire, à être que à la fois l'administration policière, gendarmerie, et que la justice soient diligentes et sans la moindre circonstance atténuante. Quand on fait un délit ou un crime et qu'on est policier, c'est une circonstance aggravante. Ça ne peut pas être une circonstance atténuante. Donc il faut agir plus vite et plus fort que pour un citoyen lambda. Donc je pense que si ces deux choses-là sont faites, ça améliorera les choses. Et enfin, permettez-moi de revenir sur ma marotte, dont on a beaucoup parlé la dernière fois, qui est la métaphysique. Moi, je travaille pour ça aussi à côté. C'est que je pense qu'il faut une évolution globale des consciences. Il faut une évolution globale de la façon de vivre en harmonie les uns avec les autres. Ça ne concerne pas que la police, mais ça concerne, entre autres, la police et la gendarmerie. Mais finalement, je trouve que la réponse, elle était suffisamment complète. Les caméras de surveillance, les caméras en Guadeloupe, finalement, c'est comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce que quand vous regardez les images où il y a des caméras et que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé dans des années 70, où là, on n'aurait pas potentiellement de témoignages, donc on ne sait pas trop. Comment est-ce que vous dites quand vous voyez finalement cette situation, malgré les caméras, mais gérée, je dirais, comme si nous étions dans les années 60? Bah, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire que même avec des preuves aussi probantes, ça traîne. Mais le but de notre combat, c'est de faire reconnaître tout ça. En fait, le système doit être changé. En fait, à partir du moment où on a des images, où on a des rapports médicaux, ça ne devrait pas être aussi long. Ne serait-ce qu'avec les images. Je pense aussi que c'est pas parce que ça ne va pas forcément au rythme que l'on veut qu'il faut abandonner. C'est comme la science, il y a beaucoup d'expériences qui se ratent avant de trouver la bonne formule. Donc, il faut rester, comme je le disais tout à l'heure, optimiste et toujours continuer à utiliser les outils dont on dispose. Il faut continuer à filmer. Moi, je le dis tout le temps, il faut continuer à filmer la police. Il faut continuer à apprendre et à connaître ses droits, à savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Puisque sinon, c'est l'anarchie. Et comme Harry le disait, la révolution, ça a un sens, mais pas dans n'importe quel sens. Je pense que tout doit être cadré, puisqu'il en va aussi de notre crédibilité et de l'avenir de nos enfants. Complètement. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. On va faire un tour de table pour entendre vos dernières impressions. On va commencer par madame. Tiens. Oui. Donc, ravie d'avoir été reçue sur votre plateau, parce que c'est vrai que des tabous, malheureusement, on en a encore trop. Le but de notre combat, c'est de rétablir la vérité, de réhumaniser nos proches. Et surtout, après 5 ans, on reste positif, parce qu'on sait que la vérité est au bout de notre chemin. Mon papa a perdu la vie, malheureusement, après ce contrôle routier. Ça nous a ouvert des portes, ça nous a appris des choses. Donc, on continue le combat. On le fait pour mon papa et pour beaucoup d'autres personnes disparues. Et surtout, il faut toujours, toujours, toujours conscientiser, toujours garder cet esprit de mémoire et continuer. Merci. Christophe, sinon, Oui. dernier mot, c'est quoi la suite? Je vais continuer sur le devoir de mémoire, tout simplement. Continuer à faire vivre nos luttes, continuer à faire vivre nos histoires, à raconter nos histoires, puisqu'on a besoin de raconter nos histoires. Trop souvent, c'est d'autres personnes qui racontaient nos histoires. Aujourd'hui, on a la chance et la possibilité de le faire. Donc, c'est à nous de raconter nos histoires et à nous de faire en sorte que les choses évoluent dans notre sens et pour nous. Merci.
Et avant le devoir de mémoire, il y a le devoir d'information, parce qu'on ne peut entretenir une mémoire que si on sait ce qui se passe au moment où ça se passe. Et le devoir d'information, votre chaîne le montre, et c'est la raison pour laquelle, moi, c'est la deuxième fois que je viens sur votre plateau, et je soutiens vraiment ce que vous faites, et je voudrais féliciter Philippe, qui nous regarde quelque part en régie, et toutes les équipes de ce que vous faites, parce que vous montrez, vous prouvez qu'il y a un besoin, un désir d'information qui concerne la large communauté afrodescendante et sympathisant, parce qu'il ne faut jamais fermer, mais qui a un désir d'information, et les gens, ils viennent vous voir. Moi, j'invite les gens à aller regarder, évidemment, le film L'État républicain, parce que ce film, si la plateforme sur laquelle on l'a mis ne performe pas, demain, aucun film qui parle de nos réalités aux Antilles ne va être acheté par une chaîne, TF1, France Télévisions, M6, parce qu'ils vont se dire, il n'y a pas de public pour ça. Une chaîne, elle a un devoir d'information, mais elle fait aussi des choix éditoriaux en fonction du public. Parce qu'il y a des modèles économiques, parce qu'il y a une réalité qui fait qu'un programme, il doit être regardé. Si on n'est pas capable d'aller sur une plateforme, effectivement de payer, parce que moi, je suis un producteur, j'ai investi, je ne veux pas dire la somme, mais une somme conséquente pour faire un bon film, parce qu'on voulait faire un bon film, qui est les standards pour être diffusé sur n'importe quelle chaîne, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité du film. Ces chaînes n'ont pas pris le film, mais démontrons qu'il y a un besoin de savoir, qu'il y a une envie de savoir, donc j'invite tout un chacun à aller sur la plateforme État républicain et à payer 5 € pour voir ce film. Merci encore pour cette info. Oui, ça sera un acte activiste, merci de le faire, et vous soutenir également. Je ne sais pas si ça vous parle, la pièce de théâtre Les Rétifs de Gertie Dunbury, justement, qui parle de ce que vous parliez, ce qui s'est passé en 1967. On a reçu sur nos plateaux également Fatna Bouvet, qui était psychiatre. Vous parliez tout à l'heure des conséquences, et qui disait que les personnes racisées en France présentent les mêmes syndromes qu'un soldat qui rentre de guerre. Votre message est fort, parce que très rarement on a un côté positif et optimiste, et vous avez dit continuons, parce que pour tout changement, il faut des sacrifices. Merci beaucoup, merci d'être venus en plus ensemble en force. Merci Harry, merci. Je vous laisse conclure. Eh bien, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette émission. L'activisme, ce n'est pas seulement se lever, se retrouver à la rue, c'est aussi aller sur l'État républicain, aller regarder, soutenir, parce que c'est comme ça que nous allons nous informer, c'est comme ça que nous allons préparer de nouvelles générations. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la, n'hésitez pas à commenter. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. 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 Bonjour à tous, c'est Alison des Funérailles des Tabous. Comme vous le savez, certaines histoires ne doivent pas, ne doivent plus rester dans l'ombre. Elles peuvent prévenir, elles peuvent inspirer, guérir ou réveiller une vérité que beaucoup n'osent pas ou n'osent plus dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel à témoignage. En effet, si vous avez vécu une histoire forte, bouleversante, ou tout simplement porteuse d'un message essentiel, si votre parcours peut éclairer, sensibiliser ou protéger d'autres personnes, alors, s'il vous plaît, partagez-nous votre histoire. Nous voulons vous entendre. C'est la raison pour laquelle les histoires retenues feront l'objet d'émissions spéciales. Et vous serez invités directement sur notre plateau pour les partager avec la communauté. Donc, pour ce faire, envoyez-nous un mail, votre témoignage ou un simple message de présentation. Pour ce faire, vous nous l'envoyez à l'adresse lesfunéraillesdestabous@gmail.com. Je répète, lesfunéraillesdestabous@gmail.com, car votre histoire mérite d'être entendue. Et ensemble, comme d'habitude, nous continuerons d'enterrer les tabous. Merci pour votre attention, à très vite.